Donc bonjour à tous. Donc tout d'abord, je m'excuse pour ne pas parler en italien, mais j'aurais pas dit beaucoup plus que 2 mots, donc je vais le faire en français. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'impact des paramètres de fermentation sur la production des arômes fermentaires. Donc du coup, tout d'abord, bon, les arômes fermentaires, vous les connaissez tous, ce sont les alcools supérieurs et les esters. Comme vous le voyez sur ce schéma, ils ont été identifiés depuis très longtemps, on se connaît par cœur ou presque leur voie de synthèse. Par contre, on ne connaît pas comment se fait la régulation et la répartition de ces différents alcools en fonction des conditions de fermentation et de la température par exemple. Donc du coup, on a une régulation très très complexe et en particulier, on peut pas, il n'est pas aussi simple de dire j'ajoute un acide aminé donné pour produire très massivement de tel ou tel alcool. Il se répartit et on a au moment une augmentation de tous les alcools supérieurs. Donc on a donc un besoin de mieux comprendre et d'avoir une approche plus intégrée et nouvelle pour mieux comprendre la production de ces arômes. Et donc pour cela, il y a une dizaine d'années, dans le groupe de recherche que j'anime et en partenariat avec nos collègues à Pêche Rouge à côté de Narbonne, on a développé ce que vous avez sous les yeux, donc un suivi en ligne des arômes par chromatographie en phase gazeuse. Alors le principe est assez simple. Vous avez ici donc une partie du gaz de l'espace de tête qui est pompée à travers des lignes chauffées pour éviter la condensation et ensuite piégées sur un piège froid et finalement analysées par chromatographie en phase gaz. Donc ça veut dire que toutes les heures on a ce type de données et donc on arrive à avoir non seulement les 14 arômes, mais assez régulièrement, toutes les heures, donc avoir un vrai suivi cinétique. Et donc, on est très loin du simple bilan entrée-sortie sur ces arômes. Donc, la première chose qu'on a fait grâce à ce suivi en ligne, c'est que, comme je viens de le dire, on le suit dans la phase gaz. Et donc, normalement, ce qu'on fait dans les autres laboratoires, c'est qu'on suit la concentration en phase liquide, parce qu'effectivement, a priori, tout le monde consomme le vin sous forme liquide, et c'est quand même ça le plus important. Nous, on suit donc dans la phase en gaz, donc on a accès à la quantité qui est perdue, et donc on va être capable de savoir si j'en perds 10%, 20% de telle ou telle molécule. Et ensuite, comme on a donc un suivi en ligne et hors ligne de ces arômes, on peut calculer ce qu'on appelle la production totale, qui correspond à la quantité qui est effectivement produite par la levure, indépendamment du fait qu'ensuite l'arôme il va être soit gardé dans le liquide, soit perdu dans le gaz. Et donc du coup, ça évidemment, c'est très intéressant pour faire ce qu'on appelle des vrais bilans de production. Donc sans vous passer le détail du calcul mathématique, voici les données qu'on obtient. Donc vous avez ici, donc pour 3 températures, donc 18, 24 et 30 degrés, la perte totale sur l'ensemble de la fermentation. Alors la première chose que vous voyez ici, c'est que ça augmente avec la température. Alors vous allez me dire c'est à peu près normal, mais en tout cas ça valide le fait qu'on est capable de faire des bilans. Et ensuite, la chose très importante, c'est que ça varie énormément en fonction des composés. Pour les alcools supérieurs, c'est très faible. Quelle que soit la température, on est entre 0,5 et 1,5%, donc on perd quasiment rien. A l'inverse, pour les esters, que ce soit les esters d'acétate ou les esters d'éthyle, on perd entre 15 et 25% ici à 18 degrés. Et ensuite, on peut perdre jusqu'à 50% pour les esters quand je suis à 30 degrés. Ce qui veut dire que ça, c'est de la physique. Quelle que soit la souche, le mou que vous allez utiliser, à cette température-là, à 30 degrés, vous perdez presque la moitié des esters qui ont été produits. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas, mais ça veut dire que la levure en a produit une quantité importante et qu'à la fin, il n'en reste que la moitié. Et surtout, ça veut aussi dire qu'à 30 degrés, je vais perdre mes esters, garder tous mes alcools supérieurs, et donc je déséquilibre la balance entre ces deux types de composés. Donc une autre façon de voir les choses, c'est quand on regarde la cinétique de production. Donc ici à gauche, vous avez l'accumulation dans le liquide. Et là, vous allez avoir à droite la production totale, c'est-à-dire la somme des pertes et de la concentration liquide. Donc si on regarde d'abord ce graphique-là, vous voyez que c'est le même moule, exactement la même levure, mais à 3 températures différentes. Et je vois qu'à 30 degrés, ici en orange, je produis 3 fois moins d'ester qu'à 18 degrés. A l'inverse, quand je regarde ici la production totale, je vois qu'entre 18 et 24 degrés, je produis la même quantité.
et qu'à 30, j'en produis un peu moins, mais pas 3 fois moins. Ce qui fait qu'ici, dans le liquide, le fait qu'il en reste 3 fois moins, c'est dû à une légère modification du métabolisme levurien, mais surtout à une perte beaucoup plus importante par évaporation. Et encore une fois, le message à retenir, c'est pas de dire là, je vais plus produire d'ester à 30 degrés, mais c'est juste qu'a priori, la levure en produit beaucoup et vous en perdez la moitié. Et ce, quelle que soit la chose, quel que soit le mou, il n'y a pas moyen de lutter, c'est de la physique, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc une autre façon de voir, on a fait cette fois-ci une fermentation qui est anisotherme, donc on part à 15 degrés et on finit à 30 degrés. Et donc là, on a suivi également donc, la production totale, la perte et l'accumulation dans le liquide pour un alcool, donc l'isobutanol, et pour un ester, l'acétate, l'hexanoate d'éthyle, pardon. En italien, c'est plus dur à lire. Donc pour les alcools supérieurs, vous voyez que la perte, c'est à peu près 1%. Donc la quantité qui est produite en marron se retrouve entièrement dans le liquide en bleu. À l'inverse, pour les esters, la quantité que je retrouve à la fin dans le liquide, c'est à peine la moitié de ce que la levure a produit. Et vous voyez que d'ailleurs, donc la moitié est perdue, et d'ailleurs, l'accumulation dans le liquide s'arrête nettement plus tôt que la production de la levure. Ça veut dire qu'à un certain moment, à la fin de la fermentation, si ma température est trop élevée, tout ce que la levure va produire est immédiatement perdu par évaporation. Donc encore une fois, si vous ne maîtrisez pas la température et la température est trop haute en fin de fermentation, tous les arômes qui sont produits par la levure, ils sont perdus par évaporation, donc ça ne sert à rien du tout. Donc maintenant, on va regarder un peu sur les concentrations finales. On a vu, c'est un peu ces bilans et finalement cette perte très importante sur les esters. Maintenant, quel impact a la température sur l'accumulation finale des alcools sup et des esters? Donc la première courbe, vous le voyez, donc j'ai tracé la production du propanol et des autres alcools, le phényléthanol ici, l'isobutanol, en fonction de la température, la concentration finale. Vous voyez qu'à l'exception du phényléthanol qui a un optimum au cours de 24-25 degrés et ensuite la concentration diminue, vous voyez que pour les autres alcools, plus ma température est importante et plus la production est importante. A l'inverse, pour les esters, que ce soit les esters d'éthyle ou les esters d'acétate, quand j'augmente ma température, c'est systématiquement une baisse assez importante de la production, encore une fois, comme on vient de voir dans les slides précédentes, à cause de l'évaporation et pas de la modification du métabolisme. Et encore une fois, j'attire votre attention sur le fait qu'à 28 degrés, je vais avoir beaucoup d'alcool supérieur, beaucoup moins d'esters, et donc je change complètement le style de mon vin en fonction de la température que je vais choisir. Donc maintenant, un autre paramètre que nous avons étudié, c'est la concentration initiale en azote. Donc vous voyez qu'à l'exception du propanol, il y a une concentration optimale pour laquelle la production des alcools est maximale, c'est entre 200 et 250 mg d'azote. Au-delà, la production diminue. A l'inverse, pour les esters, donc encore une fois pour tous les esters, les esters d'acétate et les esters d'éthyle, plus j'augmente ma teneur initiale en azote et plus je vais avoir des quantités importantes d'esters à la fin. Et donc vous voyez que si on fait un ajout massif d'azote, on arrive à complètement balancer les arômes en fait, en augmentant très fortement les esters, en diminuant les alcools supérieurs. Et donc encore une fois, comme pour la température, on change un peu le style du vin. Donc ensuite, on s'est posé une question, est-ce que la température, est-ce que l'azote, quand on combine les effets, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ce que vous avez ici sous les yeux. Donc j'ai tracé, on a étudié 3 températures différentes, 18, 24 et 30, et 3 niveaux d'azote. En noir, c'est le niveau bas, en bleu, c'est le niveau moyen, et en orange, c'est le niveau haut d'azote. Et donc vous voyez qu'on peut former ces groupes en fonction des niveaux d'azote. On voit bien que plus j'augmente l'azote et plus finalement je me déplace ici à droite sur ce graphique et j'augmente donc la production des esters. Donc on retrouve bien l'effet que quand même c'est l'azote qui a l'effet prépondérant par rapport à la température, mais il y a quand même un impact assez important de la température qui fait que pour
quasiment toutes les valeurs, plus ma température augmente et plus finalement j'augmente du bas vers le haut qui correspond à une surproduction des alcools supérieurs. Donc on voit bien que quand même les effets individuels on les retrouve même si l'effet dominant c'est l'effet de l'azote. Mais il y a quand même une interaction très forte entre ces deux paramètres. On ne peut pas les gérer indépendamment l'un de l'autre. Et la meilleure manière de le voir, c'est en regardant ici ces deux points. Vous avez ici M, donc concentration médiane en azote à 18 degrés. Et ici en haut, H, donc la concentration haute en azote, est à 30 degrés. Et vous voyez qu'en fait, ces deux points, ils sont quasiment l'un sur l'autre. Ça veut dire qu'ils ont la même composition aromatique. Ça veut dire qu'on m'a dit non, il faut mettre un maximum d'azote pour avoir beaucoup d'ester. Ça, c'est vrai. Mais si en même temps, je ne gère pas bien ma température, que je suis à 30 au lieu de 18, eh bien, c'est comme si je n'avais pas ajouté d'azote. Donc encore une fois, on ne peut pas se dire je gère l'azote et puis j'oublie tout le reste. Il y a vraiment une gestion combinée à avoir azote et température pour maximiser la teneur en ester dans les vins, si c'est bien les molécules qui vous intéressent. Encore une fois, en fonction du style de vin que vous voulez faire, c'est peut-être pas la meilleure recette à appliquer, mais ça, c'est vous qui connaissez et surtout pas moi. Donc ensuite, une fois qu'on a étudié cette interaction, on a étudié une autre interaction, c'est l'azote et les lipides. Donc les lipides, en fait, donc ce sont les phytostérols du vin, ils sont contenus majoritairement dans ce qu'on appelle les bourbes ou les particules solides, donc ce qui reste après l'étape de débourbage. Donc là, vous voyez, on a fait donc pour les alcools supérieurs, donc vous voyez que pour un milieu qui a peu d'azote, 70 mg, que j'ai 2 ou 8 mg de lipides, donc de phytostérol, j'ai exactement la même production. A l'inverse, quand je suis à une teneur élevée en azote, plus je vais avoir de lipides, ici en vert clair à 8, je vais avoir plus d'alcool supérieur, donc un débourbage pas trop important va favoriser la production des alcools supérieurs, par exemple. Donc à l'inverse, pour les esters d'acétate et les esters d'éthyle, de nouveau, on voit que quand je suis à faible teneur en azote, que j'ai beaucoup ou peu de lipides, ça ne change pas grand-chose. À l'inverse, quand j'augmente ma quantité d'azote, plus je vais avoir de lipides et moins je vais avoir d'esters. Donc ça veut dire que pour avoir des esters en quantité importante, il faut que je débourbe plus que d'habitude. Alors après, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut que je débourbe de manière trop importante, sinon à ce moment-là, vous clarifiez beaucoup trop votre mou et vous allez avoir des problèmes d'achèvement de la fermentation, donc vous aurez beaucoup d'ester, mais vous allez avoir du sucre résiduel et vous ne vendrez pas le vin. Donc attention, de bien faire attention à gérer votre taux de turbidité. Et donc encore une fois, on voit bien qu'il y a un effet de gestion combinée à avoir, azote et lipides, en particulier quand j'ai beaucoup d'azote au départ. Et évidemment, donc à la fin, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si j'essaye de combiner azote, lipides et température tous ensemble? Donc vous avez ici, c'est des travaux qui ont été réalisés en partenariat avec la société allemande pendant la thèse de Stéphanie Rolero qui a commencé en 2015 et s'est finie il y a 2-3 ans maintenant. Donc sur l'exemple du phényléthanol, alors ces courbes, comment on les lit? En fait, donc ici, vous avez la production de phényléthanol, ici le facteur A, donc l'impact des lipides, ici l'impact de l'azote, et ici l'impact de la température et des lipides. Donc on voit en fait ici que j'ai un optimum de production de phényléthanol pour environ 200 mg d'azote, 5 mg de phytostérol et une température à 24-25. Donc finalement, j'ai une espèce de combinaison magique qui fait que si je veux produire beaucoup de phényléthanol, j'ai les niveaux pour lesquels, en température, azote et lipides, qui vont me maximiser cette production-là. A l'inverse, pour les esters d'acétate et l'acétate d'isoamyle, par exemple, il n'y a pas d'optimum ici. On voit que plus j'augmente ma température, meilleur ça va être. J'ai un effet très négatif de la température sur son accumulation et un effet avec un petit optimum vers 4-5 pour les phytostérols. A l'inverse, pour les esters d'acétate, on a aussi un effet de l'azote qui est positif mais moins important que pour les esters d'acétate, un effet de la température qui est encore plus important et très négatif, et un effet très négatif du taux de lipides, donc du débourbage.
Et encore une fois, vous voyez que l'optimum, il est très différent en fonction des molécules qui m'intéressent, et là, j'en ai pris que 3. Et donc, il faut trouver simplement donc, une gestion coordonnée azote, lipides et température, et ensuite aussi trouver la bonne formule entre les différentes molécules qui m'intéressent. Donc, ça reste relativement compliqué. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de vous donner la recette pour faire du bon vin, je m'en garderai bien. Je vous décris simplement les effets, et ensuite, à vous de choisir vers quel style de vin vous souhaitez vous orienter. Donc la dernière chose, une des dernières choses qu'on a faites, on s'est posé la question, est-ce que finalement ça marche pour toutes les souches? La réponse est a priori oui. Pour la majorité des souches, donc des 6 souches de Cerevisiae qu'on a trouvées, on voit que la forme de la surface de réponse est à peu près la même, ce qui fait que les phytostérols et l'azote ont à peu près le même impact sur la production. Alors que pour une souche non Saccharomyces, vous voyez que la forme est très différente. Ça veut dire que la régulation de la production de phényléthanol pour cette souche est très différente. Et c'est aussi un peu le cas pour la souche 5 dans une moindre mesure ici. Donc globalement, ce que je suis en train de vous dire, ça marche à peu près sur toutes les souches, sauf pour les non-sac dans lesquels il faudra une étude un peu plus particulière. Et enfin, donc, on s'est posé une dernière question, ce sera la fin de mon diaporama, il en reste 4-5. Donc ce sera, est-ce que finalement l'ajout d'azote au début ou en cours de fermentation, il a le même impact? Donc c'est ce qu'on a fait ici, on a ajouté de l'azote, donc soit de l'ammonium, soit sous forme d'acide aminé, au tiers de la fermentation, et on voit que ça n'a strictement aucun impact sur la production d'alcool isoamylique. Et ça a un impact, j'ai oublié de le dire, assez modéré sur la production des esters d'éthyle. A l'inverse, quand je fais ce même ajout en même quantité pour l'acétate d'isoamyle, vous voyez qu'il y a un impact assez extraordinaire. Je passe de à peu près 1 mg à 4 ou 5 mg en fonction de la qualité de l'azote. Donc clairement, ajouter l'azote à ce moment-là a un impact très efficace, et ajouter de l'azote organique a un impact encore plus important. Et si je compare avec ces mêmes ajouts, les mêmes quantités, des mêmes produits au début, vous voyez que je suis entre 2 et 3, alors qu'ici je suis entre 4 et 5. Donc quitte à ajouter de l'azote, il vaut mieux ajouter de l'azote au tiers de la fermentation, et de l'azote organique, ça va être encore plus efficace. Donc on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a vu que les alcools supérieurs ne bougent pas, les esters d'acétate, ils bougent. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue métabolisme? En fait, on constate que quand on fait un ajout d'azote, on stimule de manière très importante la bioconversion des alcools supérieurs en esters d'acétate, et on a même démontré que c'est une régulation génétique. En fait, c'est l'augmentation de la transcription des deux gènes ATF1 et ATF2 qui sont responsables des activités d'estérification qui sont stimulées suite à un ajout d'azote. Donc vous voyez qu'il y a un impact très efficace, et on a même réussi, donc d'un point de vue recherche, à expliquer quel est le mécanisme qui est associé à cette stimulation très importante. Donc la dernière chose, et ce sera ma dernière diapositive avant de conclure, c'est qu'on a essayé de faire ces stratégies d'apport sur 2 souches différentes, la souche A et la souche B, et vous voyez que pour ces 2 souches, quand je fais un ajout en phase stationnaire, c'est celui qui est le plus efficace et qui va produire la plus grande quantité d'ester d'acétate. Par contre, vous voyez que même si l'effet est le même sur les 2 souches, chaque souche garde son style. En fait, la souche A produisait beaucoup plus d'ester d'éthyle que la souche B. Même quand j'ai fait ma stimulation nutritionnelle, je garde le fait que cette souche-là garde des propriétés bien différentes de celles de la souche B. Il n'y a pas d'uniformisation de la qualité du vin en gérant la nutrition. Donc juste pour retenir un peu ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc finalement, juste vous dire qu'il faut vraiment avoir une gestion combinée de l'azote en début de fermentation, de bien choisir également la source d'azote que vous allez choisir, est-ce que c'est de l'azote ammoniacal ou de l'azote aminé, et de bien gérer en même temps donc, la température et les particules solides, c'est-à-dire les lipides, donc le taux de débourbage que vous appliquez. On ne peut pas se dire je gère que l'azote, je gère que la température et oublier le reste, sinon vous allez pas obtenir la cible aromatique que vous souhaitez, vous allez être déçu.
Ensuite, ce qui est très important aussi, vous l'avez vu, les alcools, les conditions qui produisent à des concentrations importantes en alcool supérieur en ester sont très différentes. Et donc, juste avec la nutrition ou la température, je suis capable de changer la balance entre ces deux grands types de molécules. Et enfin, quelque chose de très important, c'est un compromis à trouver entre la production d'arômes et la cinétique fermentaire. On a vu qu'à basse température, vous augmentez très fortement l'accumulation des esters parce que vous limitez l'évaporation. Donc ça, c'est très positif pour les arômes. Par contre, évidemment, en baissant ma température, j'ai un temps de fermentation qui va être beaucoup plus long. Et en fonction du nombre de cuves que j'ai à disposition dans ma cave et du nombre de raisins qui sont mûrs en même temps, est-ce que je peux me permettre que ma fermentation dure aussi longtemps? Ça, c'est à vous de trouver la solution, ou en tout cas d'acheter de nouvelles cuves, peut-être, par exemple. Et ensuite, donc, la baisse de la turbidité. Là aussi, on a vu que c'était positif pour l'accumulation des esters. Ça donne des vins plus aromatiques. Mais par contre, si vous baissez trop votre turbidité, vous allez avoir un premier problème, c'est l'accumulation d'acidité volatile, donc d'acide acétique, et ça, c'est pas forcément très bon. Et le deuxième, c'est que vous avez un risque très important de fermentation lente, voire même d'arrêt de fermentation. Et là aussi, si vous avez du sucre résiduel, c'est pas bon non plus. Donc faites bien attention. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est sur les arômes, ça marche, mais il faut vraiment faire très attention à avoir le bon compromis entre les différents paramètres et avec la cinétique fermentaire. Et donc pour finir, je souhaitais remercier l'ensemble des personnes qui sont citées ici, donc à l'INRA et à la Société Lallemand, qui ont très fortement contribué à ce programme. Et je vous remercie tous pour votre attention.